Comment réajuster des choses simples pour se conformer aux nouvelles exigences environnementales et ce, en réaction à ce climat qui nous met tous d'accord sur la nécessité de changer notre rapport à la nature? Et si on commençait par l'habitat, ce sont des questions que toute l'équipe de parlementaires se pose et ce matin, pour trouver des réponses, des tentatives de réponse à ces questions-là, nous avons notre invité Salmiat Salami pour nous y aider, comme je le disais. Salmiat, bonjour et bienvenue sur Parlementaire. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes consultante en génie civil, pas que seulement, pas que, vous êtes aussi consultante en environnement. Vendez-vous sur des questions qui touchent spécifiquement à l'habitat écologique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également pour l'invitation. Nous allons parler de l'habitat écologique. Et vous le savez, amis téléspectateurs, que tout ce qui touche à l'environnement et à l'écologie tend à être une tendance. Mais on va s'assurer d'entrer de jeu avec notre invité. Est-ce qu'il y a de l'habitat écologique? Est-ce qu'il y a des maisons écologiques? Bien sûr, il y a des personnes qui ont vraiment à cœur la construction des habitats écologiques. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est plus avancé que nos pays, mais ce sont des problématiques qui sont vraiment d'actualité. Ce n'est pas un effet de mode, c'est des choses que des personnes mettent vraiment sur pied. Quand on met, on va dire, à côté d'une maison normale, ordinaire, d'une bâtisse ordinaire, un bâtiment écolo, il y a des différences visuelles à remarquer ou c'est une question de fond, des données techniques? Sur le plan technique, c'est différent. Également sur le plan visuel, parce que les habitats écologiques utilisent des matériaux locaux. Okay? Et ces matériaux locaux-là diffèrent des matériaux conventionnels que nous avons l'habitude de voir. Donc directement, lorsque nous voyons ces habitats-là, on sait directement qu'il y a une différence. On peut ne pas savoir que c'est écologique, mais on remarque nettement la différence. Et alors, allons, on va dire un peu plus dans les détails, les caractéristiques. Vous avez dit qu'à la fois au niveau visuel et au niveau technique, il y a des différences. Mais qu'est-ce qui entre en ligne de compte pour cette démarcation? Ok. Alors, avant même d'abord de rentrer sur tout ce qui est caractéristique d'une maison écologique ou bien d'un habitat écologique, qu'est-ce qu'une maison écologique? Qu'est-ce qu'un habitat écologique? Alors, avant même de définir, de dire que ma maison elle est écologique, il faut vérifier si cette maison-là respecte 3 critères principaux. 3 critères. Oui. Commençons par ce qu'on pourrait appeler le premier critère. Alors, déjà, il faut que la maison respecte les normes environnementales. Okay? De la conception jusqu'à l'exécution. Est-ce que lorsque j'ai conçu ma maison, est-ce que j'ai pris en compte les normes environnementales en vigueur dans le pays? C'est vrai que pour les novices, tout ça nous paraît assez emballé. Okay. Normes environnementales dans les bâtiments, dans les projets, mais un point de voile sur ça d'abord, avant qu'on aille sur les autres caractéristiques. Alors, quand je dis normes environnementales, déjà, lorsque nous voulons ériger un bâtiment, le bâtiment est censé être sur un site. Okay? Alors, si la législation du pays dit qu'il ne faut pas détruire tel arbre, là, il faut se conformer à respecter cela en voulant concevoir. Parce que les architectes, quand ils se lèvent, ils peuvent faire que le plan sans prendre en compte l'aspect environnemental. Mais si moi, en tant que client, en tant qu'individu, je dis je veux une maison écolo, je dois veiller à ce que ces spécialistes-là prennent en compte l'aspect environnemental. Et alors, les pays ont des législations claires. J'ai pris juste un exemple simple. Donc, ça voudra dire construire en strictement respectant on va dire la législation en vigueur dans le pays qui touche à l'environnement. Bien sûr. Ça, c'est le premier critère. Et même lorsque nous sommes en train de construire même l'habitat, il faut qu'il y ait un respect de l'environnement. Il faut qu'il y ait de la gestion des déchets sur le chantier. Il faut également un responsable hygiène, sécurité, environnement qui va s'assurer que les ouvriers et autres ne polluent pas l'environnement en réalisant l'ouvrage. Ça, c'est le premier critère qui est environnement. Le deuxième critère indispensable pour dire qu'une maison est écologique, il y a l'énergie. Okay? Alors, quand je parle d'énergie, la plupart du temps dans les bâtiments, nous utilisons des équipements qui utilisent des énergies fossiles. Notamment en s'alimentant sur les réseaux. Okay? Mais un habitat écologique se veut être moins énergivore que les habitats conventionnels. Et ça
ça appelle à l'utilisation des équipements qui utilisent des énergies renouvelables et autres. Donc, un bâtiment écologique, c'est un bâtiment qui favorise l'efficacité énergétique. Alors, on va faire une petite escale déjà. La question des énergies renouvelables chez nous, ici au pays, ça doit faire appel à quoi? Ça doit faire penser à quoi spécifiquement? Alors, bon, en matière d'énergie renouvelable ici au Bénin, déjà, les équipements disponibles, il n'y a pas... Bon, tous les équipements sont disponibles. Okay? Même ceux qui n'est pas disponibles pour faire la commande. Mais au Bénin, tout ce qui est énergie renouvelable se résume aux lampes et au solaire et autres. Mais il y a vraiment beaucoup de technologies, mais c'est en fonction des moyens que la personne qui veut ériger le projet, c'est en fonction de ses moyens qu'on peut lui suggérer des choses. Sinon, c'est au cas par cas. Il n'y a pas quelque chose de fixe. Strictement. Il y a assez d'offres, on va dire. Oui. Et il y a plusieurs entreprises également qui s'installent pour offrir cela à des prix accessibles. Ça voudra dire qu'on pourrait peut-être là, au pays, avoir des maisons qui appellent à être alimentées à base de l'éolienne, par exemple. Oui, bon, l'éolienne, par contre, c'est un peu déjà très... C'est assez poussé. C'est assez poussé. Parce qu'au Bénin, par exemple, je parle du contexte béninois, les projets qui utilisent cette forme d'énergie ne sont pas encore plébiscités et autres. Donc, ce n'est pas forcément... C'est bon pour des pays qui ont atteint un certain niveau. Alors, et là, on était au deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'aspect santé et bien-être. Alors, une maison écologique doit contribuer à un confort de l'individu. Okay? Ça doit permettre à ce que nous soyons en santé à travers le choix des matériaux. Donc, quand une maison se dit être écologique, elle doit pouvoir participer à la protection de la santé. Et pourquoi je parle de protection de la santé? Vous savez, le choix des équipements ou bien le choix des matériaux ont un impact sur notre santé. On peut être dans une maison, mais qui nous rend malade. Parce qu'on n'a pas choisi le matériau et le matériau adéquat. On va utiliser un matériau qui pollue, mais ces pollutions et autres, là, on va l'aspirer. Ce qui fait que peut-être des années plus tard, on sera malade. Mais on ne sait pas que c'est notre maison qui nous rend malade. Est-ce que de façon concrète, pour nos téléspectateurs, on peut avoir une idée, par exemple, de ces matériaux propices pour mieux se porter, en restant dans notre contexte? Bien sûr. Alors, effectivement, il faut rester dans son contexte parce que tout à l'heure, vous avez parlé de typologie. Tout à fait. Des maisons écologiques. Il y a plusieurs types de maisons écologiques. Mais ces maisons écologiques sont fonction d'abord, de l'environnement, de la disponibilité sur le plan local des matériaux, mais également du climat. Ici, en Afrique, il fait plus chaud qu'ailleurs, donc on ne va pas utiliser certains matériaux ici et là-bas également. Donc, par exemple, ici au Bénin, nous pouvons... moi, j'aime bien parler souvent des maisons faites à base de briques de terre compressées. Ce sont les briques qui se font remarquer par leur couleur assez rouge vif. Bon, il y a beaucoup. Ça dépend du mélange. Ça dépend des dosages et autres. Mais avec l'avancée, avec le souci du confort, de l'esthétique, il y a de moins en moins de cette coloration qui est agressive. Oui, ça fait penser plus aux maisons en terre battue et autres. Mais les professionnels, les industries qui confectionnent ces BTC, briques en terre compressées, essayent vraiment de prendre en compte l'aspect esthétique. De plus en plus. Pour que lorsque tu es dans une maison écologique, non seulement tu as le confort thermique, mais tu as également l'attrait visuel. L'attrait visuel, effectivement. Et là, on va s'arrêter déjà à ces briques compressées. De terre compressée. Briques de terre compressées, BTC. Alors, déjà, nous rassurer, techniquement, sans additifs en termes de ciment et autres, on peut les avoir pour des maisons durables. Alors, les BTC, on ne va pas dire, il y a du ciment à l'intérieur, mais en faible proportion. Comme on dit, on ne peut pas du coup se lever pour mettre de côté le ciment. Le ciment. Non.
mais il y a du ciment, mais en faible quantité à l'intérieur. Ce qui fait que... Mais ce qui est plus à l'intérieur, c'est l'argile et d'autres éléments. Et en termes de qualité, de durabilité? C'est autant durable que ce que nous avons l'habitude d'utiliser, les briques en ciment. Ça c'est durable. Mais l'avantage que ça a de plus que l'autre, c'est que il y a le côté thermique. Parce que les briques de terre compressées, alors, comment c'est fait de telle manière que lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, à l'intérieur, la température ambiante, elle est parfaite. Pas besoin de clim. Si vraiment la brique de terre compressée est faite selon les normes, on ne doit pas avoir chaud à l'intérieur. Même si la chaleur ambiante elle est tellement énorme, on ne doit pas avoir chaud à l'intérieur. Et lorsqu'il fait frais à l'intérieur, on est réchauffé. En fait, il y a cette alternance-là. Et c'est la capacité de la brique à être... C'est un des avantages de la brique en terre compressée. Là, terre à terre, on a un avantage concret. Alors, au-delà de ces formes de briques, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous donner une idée au pays, ou en tout cas dans notre région, des éléments de typologie, des différentes formes de maisons il y a beaucoup. Il y a également, bon, je vais peut-être parler des maisons en bois. Bon, c'est vrai que ce n'est pas typiquement, c'est pas forcément adapté au Bénin en termes de disponibilité du bois. C'est pas que c'est adapté à notre écosystème, mais en termes de disponibilité du bois, c'est un peu compliqué. Les pays maintenant d'Afrique centrale, ils peuvent se le permettre, mais nous, on ne peut pas forcément se permettre d'utiliser du bois. Alors pourquoi est-ce que le bois, les maisons en bois sont considérées comme des maisons écologiques? Parce que le bois est une ressource renouvelable. Oui, mais en même temps, on se dit qu'une maison érigée en bois appelle à une portion de forêt massacrée. Bon, de la même manière, on pense comme ça. De la même manière, lorsqu'on prend de la brique ou bien du ciment, on puise des ressources non renouvelables. Le clinker, tout ce qu'on utilise pour la confection du ciment, ce sont des ressources non renouvelables. Et alors, selon les statistiques, l'industrie du BTP pollue à 40%. Quand on fait le bilan général, la somme générale des secteurs qui polluent, le BTP à lui seul pollue pour 40%. Et les 40% viennent de la confection, mais de la fabrication du ciment. Parce que ce ciment-là dégage, quand on va dans les usines et on fait des bilans carbone, le taux même qu'on trouve là-bas, c'est énorme. C'est ça qui fait 40% sur les 100% de pollution. Finalement, on pourrait conclure que notre habitat, on ne pourra pas l'obtenir sans faire du tort, soit en faisant du tort directement à la terre ou peut-être en touchant à nos forêts. Oui, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Mais l'avantage avec peut-être le bois, comme nous sommes en train de dire, on peut le renouveler. C'est pour cela, il faut, même si on adopte l'utilisation, mais la construction des maisons en bois, il faut penser à l'utiliser de façon rationnelle. Lorsque tu sais que tu exploites du bois, il faut pouvoir être de ces acteurs-là qui plantent des bois, mais pas planter seulement et abandonner. Il faut venir planter et faire le suivi pour que ce que tu as planté puisse aller à terme en termes de croissance. Voilà. Moi, récemment, j'ai travaillé avec une entreprise qui m'a sollicité. Ils voulaient faire une campagne de reboisement. Et ils utilisent du bois pour les confections des meubles et autres, mais ils ont à cœur la préservation. De réparer un peu, d'essayer de réparer un peu. D'essayer de réparer. Voilà, c'est le mot, essayer de réparer. De réparer. Quand on fait de tort, essayer de réparer. Alors, on va quand même évoluer dans ce débat-là pour se dire que des gens sont conscients. Oui. Des gens sont conscients peut-être parfois du tort qu'ils causent à l'environnement, mais il y a des combats qu'on hésite parfois à engager à cause du coût. Oui. Alors, en la matière, bien sûr. Quand on fait le rapport effort, coût de l'effort, est-ce que ça vaut la peine dans notre contexte de s'engager dans l'habitat environnemental? Bon, c'est vrai que les habitats écologiques sur le coût, si on veut mettre en place là, on va avoir, c'est plus onéreux.
ok, 15 à 20% plus onéreux que les habitats traditionnels et autres. Mais sur le long terme, on gagne. On gagne à quel niveau? Lorsque nous adoptons des équipements qui utilisent des énergies solaires et autres, à la longue, nous verrons nos factures d'électricité baisser. C'est vrai que pour acquérir ces outils-là, ça demande de l'argent. Okay? Mais lorsque tu te projettes sur... C'est parce que tu es appelé à rester dans ta maison pour une période donnée. Donc, c'est de faire ce calcul-là. C'est pour cela, lorsqu'on veut mettre en place un projet écologique, il y a des ingénieurs en énergie renouvelable qui font ce qu'on appelle... Ils vous font une projection. Okay, du gain que vous pouvez faire peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, en adoptant ces équipements-là. Donc, ce n'est pas perdu, c'est un investissement, mais qui va être vraiment rentable sur le temps. Mais, on va dire, à court terme, c'est quand même un investissement. Oui, c'est un investissement. Hors de la portée de... Pas forcément hors de la portée, parce qu'il y a des... Par exemple, la brique de terre compressée, ce n'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Comparé à... Non, il y a des usines qui le font pratiquement. Moi, j'étais récemment au Togo et des architectes me disaient que c'est à peu près le même prix. Au Togo, hein, au Bénin. Au Bénin même aussi, puisque je vois des gens qui érigent des entreprises et autres, des usines qui font cela. C'est un peu plus, mais... La différence, ça vaut le coup vraiment. Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure, sur le plan santé, tu vas avoir une préservation de la santé. Tu vas moins dépenser en matière de consommation électrique et tu vas préserver l'environnement. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas à cœur forcément l'environnement. On se dit que c'est le combat de d'autres personnes. Mais on se dit que c'est pour ceux qui sont rassasiés. Normalement, ça ne devait pas être. C'est pour cela... il y a des initiatives qui parlent de ce qu'on appelle de l'éducation environnementale. Okay? Pour que ce combat-là soit le combat de tout le monde. Et c'est vrai qu'ils ont commencé par les enfants. Ils donnent certaines notions aux enfants. Ce qui fait que les enfants ont des impacts sur leurs parents. Quand le parent veut faire ci, il veut ça, l'enfant dit « Ah, papa, voilà ». Donc, en tout cas, ça passe par l'éducation environnementale, ce qui fait que ça ne sera plus une contrainte pour les gens de pouvoir réfléchir avant de mettre un projet. On dit, ah, est-ce que ça a d'impact positif ou bien négatif sur l'environnement? À espérer que les générations futures soient plus sensibles que celles actuellement. Mais il y a aussi, au-delà du coup, il y a cette question de la qualité des ressources humaines pour adapter, on va dire, toute la ligne, pour conditionner toute la ligne à obtenir facilement les habitats écologiques. Effectivement, on a ce problème-là de la main-d'œuvre qualifiée. Okay? Parce que c'est, comme on dit, on appelle ça les nouveaux métiers, okay? Les métiers verts. Okay? Tout ce qui est métier écologique, on les appelle les métiers verts et autres. Mais c'est même une opportunité en fait pour des personnes qui veulent s'intégrer peut-être dans le BTP et autres, de trouver une orientation spécifique. Et ces orientations-là sont vraiment idéales pour le siècle et autres. Il y a plusieurs métiers qui ont vu le jour grâce à ces nouvelles manières de construire et autres. Vous qui frottez avec les acteurs de ce monde-là, est-ce que la préoccupation est partagée? Est-ce que les gens perçoivent, les acteurs perçoivent la nécessité de se réorienter, de se réinventer? Alors, plusieurs personnes, effectivement, essayent de s'adapter au siècle. Parce que si tu ne t'adaptes pas au siècle, à un moment donné, tu seras périmé dans un monde qui évolue. Mais en attendant que l'adaptation soit faite, on a quand même, on va dire, une carence en matière de ressources. Oui, parce qu'aujourd'hui au Bénin, tu peux prendre un ingénieur en génie civil, tu lui dis ok, je veux un bâtiment écologique. Il va te dire, il ne sait pas de quoi tu parles en fait. Il manque d'informations. Donc c'est peut-être, il y a quelques-uns, moi par exemple, pourquoi je me suis tournée vers ça, c'est après un constat et j'ai fait des recherches et j'ai commencé à beaucoup communiquer sur ça et d'autres personnes me sollicitent même pour me consulter parce qu'ils veulent mettre peut-être en place une ville durable. Ils ont acheté des hectares, ils disent ok, ils veulent qu'un quartier durable et ils veulent que je donne des informations et autres. Mais je n'ai pas toutes les informations. Je suis obligée d'aller chercher et c'est un peu cela. C'est pour cela que je dis souvent aux jeunes, la dernière fois à Beaune qu'on a fait le camp régional des jeunes, qu'on est au 21e siècle. Et il ne faudrait pas se lever pour aller à l'université comme ça. Il faut savoir exactement
qu'est-ce que le siècle a besoin? De quoi a-t-on besoin dans ce siècle-là? Dans ce siècle-là, pour ne pas être au chômage. Et il y a plusieurs opportunités et autres qu'on retrouve dans ce secteur de la construction. Mais puisque déjà vous l'ébauchiez, il y a des gens qui vous sollicitent, mais de façon générale, quel constat vous faites par rapport à la sensibilité, par rapport à l'adoption de la notion environnementale en matière d'habitat au Bénin? Vous êtes une boulingueuse hein, de façon générale, vous bougez beaucoup, vous maîtrisez le pays, en tout cas, vous avez essayé. Quel constat, quelle conclusion en matière d'adoption? Alors, c'est vraiment encore très lent. Il reste beaucoup à faire. Presque rien n'est encore fait. Mais la dernière fois, au cours de la journée nationale de l'environnement, qui était le 5 juin, si je ne me trompe, les éléments du ministère du cadre de vie. Les éléments du ministère du cadre de vie. Il y avait des cadres du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable qui ont fait une présentation sur les habitats écologiques. J'étais même étonnée. C'était carrément, je pense, la dernière présentation. Ils sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'il faut communiquer sur ça. Donc, mais quand les autorités commencent déjà à réfléchir, ça veut dire que c'est quelque chose. Les lignes bougent. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est systématique. D'autres pays même, on finance. C'est-à-dire, on dit, OK, quand tu décides d'avoir un habitat écologique, chaque année, il y a des primes, il y a des subventions. Ce qui fait que toi, tu es incité à aller dans ce sens-là. Parce que le différentiel, vous l'avez dit, c'est une question de 20-15%. Voilà. S'il y avait des subventions, peut-être que ça allait agir sur cette différence-là. Oui, bon, comme on n'a pas encore peut-être ces moyens-là, on peut... ça ne passe pas l'éducation environnementale. On explique aux gens réellement. Et même les architectes, puisque c'est eux qui reçoivent les clients premièrement, ils doivent pouvoir leur dire, OK, voici. Ils présentent l'avantage des maisons écologiques. Ce qui fait que ça va devenir, tel qu'on a adopté les maisons modernes et autres, la donne peut changer. Et là, la question, c'est aussi de sortir du cadre individuel, du cadre familial. La maison environnementale qui débouche sur la maison écologique, qui débouche sur peut-être une ville durable, est-ce une solution pour peut-être, on va dire, changer le rapport en termes de production de carbone? Bien sûr. Les éco-quartiers, c'est comme ça qu'on les appelle, ou bien les éco-villes, sont des solutions vraiment importantes à mettre en œuvre. Parce que dedans, bon, c'est vrai qu'ici, je n'en connais pas, mais dans d'autres pays, on se met en communauté, ok? On construit, on a peut-être des jardins, il y a des aménagements qu'on utilise ensemble et autres. Et il y a ce qu'on appelle la mobilité durable également. Ça favorise la mobilité durable. Ce qui fait que peut-être eux tous peuvent se décider de partir peut-être à un seul véhicule. Ce qui fait que ça réduit déjà la pollution atmosphérique et autres. Donc, au-delà de la maison, là, entre en jeu tout un style de vie. Hein? Oui, que ce soit même tout ce qu'ils mangent, ils cultivent cela, c'est bio. Et en tout cas, ils minimisent l'utilisation des transports individuels. Mais c'est toute une politique qui s'essaye pour mettre en place, je vais dire, en tout cas, ce sont des communautés, des personnes qui ont à cœur la protection de l'environnement, qui s'asseyent et qui mettent en place ces projets-là. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de grands espaces. Chacun a son petit 3 mètres carrés et ils vivent la belle vie. Dans d'autres cieux, ça existe et ça marche parfaitement. Mais ici, c'est un projet. Je sais que dans les jours à venir, on va avoir ces villes durables-là. Peut-être pour le temps qui nous reste, mettre aussi tout ça en perspective avec notre passé, nos valeurs architecturales anciennes. Est-ce qu'il n'y avait pas des traces du respect de l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas à travailler aussi dans ce qu'on avait comme architecture? Alors effectivement, avant, nos parents d'antre-temps, ils construisaient en fonction du climat. Ils savaient exactement quoi faire et autres. Mais ce n'est pas toutes les maisons traditionnelles, anciennes qui sont écologiques. Non. Ceci dit, il y en a quand même. Vous avez détecté des choses. Il y en a. Il y a des villes qui ont gardé leur identité intacte. Il y a des maisons en terre battue et autres. Et quand on rentre dedans, il fait beau vivre. Parce qu'ils ont utilisé les matériaux locaux disponibles. Et c'est parce que, certainement, à cette période-là, il faisait peut-être très chaud. Les gens ont réagi.
Mais actuellement, ce n'est que on s'appuie sur ça, sur ces éléments-là, pour faire un peu moderne, des maisons écologiques un peu modernes, pour que ça soit esthétique et autres, quoi. Alors, finalement, est-ce que vous êtes enthousiaste? Parce que c'est vrai qu'on commençait par le sentir chez vous. Est-ce que vous espérez que la révolution sera pour bientôt? La révolution de la nature de la maison sera pour bientôt? Bien sûr, c'est... Bien sûr. Alors, l'habitat écologique, c'est l'avenir de demain. Adopter une maison écologique, ça va nous permettre d'avoir non seulement, comme je le disais avant, une santé parfaite, mais également sur le plan financier, dépenser moins en facture, mais également nous allons protéger l'environnement. Et l'habitat écologique, c'est vraiment quelque chose, c'est la solution pour vraiment préserver notre environnement. C'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas, des signes annonciateurs de ce qu'on pourrait espérer qualifier de révolution en la matière. Et c'est vrai aussi que nos villes et différents coins sont jonchés de chantiers. On espère que cette préoccupation environnementale n'est pas loin des bâtisseurs, des dirigeants et aussi de vous qui êtes parfois sur les chantiers. Merci d'avoir accepté d'être dans Parlementaire et merci aussi d'avoir pris l'engagement de nous revenir très prochainement pour d'autres aspects de ce débat-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Amis téléspectateurs, on se retrouve à bientôt pour un autre numéro de votre émission Parlementaire. Merci de votre fidélité à chaque fois renouvelée.